Et si on vous avait caché quelque chose? Une sorte de technologie interne, un potentiel presque surhumain qui sommeille en chacun de nous, une capacité oubliée qui pourrait complètement redéfinir ce que l'on croit possible. Voilà la question de départ. Et si le langage, ce truc qu'on utilise tous les jours sans y penser, n'était pas juste un ensemble de mots, mais une véritable technologie? Un outil qui a un impact direct, physique, sur notre biologie et sur notre perception du monde. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, comment ça marche au juste cette fameuse technologie interne? Eh bien, aussi fou que ça puisse paraître, tout commence par l'acte le plus simple, le plus fondamental qui soit, celui de parler. Pensez-y une seconde. C'est un processus d'une intimité incroyable. On prend l'air du monde extérieur, on l'amène à l'intérieur de soi, ensuite avec une précision millimétrique, nos muscles le sculptent, le modulent pour transformer une pensée qui est silencieuse en une vibration sonore. Un message qui repart dans le monde. C'est une forme de maîtrise absolument extraordinaire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que la mécanique, c'est une chose. Mais les traditions anciennes nous disent que la vraie puissance, la vraie magie, elle se trouve dans le choix des mots. Le langage qu'on décide d'utiliser pour porter cette vibration. C'est là que tout se joue. Accrochez-vous bien, parce que là, on entre dans le concret, dans l'impact physique de ces mots sur notre biologie. Il ne s'agit pas du tout d'une métaphore. Le langage change littéralement la structure physique de notre cerveau. On peut voir ça comme deux systèmes d'exploitation différents. D'un côté, le langage de la séparation, c'est toi contre moi, eux contre nous, un monde de gagnants et de perdants. C'est un langage qui, par nature, génère le conflit. De l'autre côté, on a le langage de la connexion. On parle de communauté, de coopération, d'unité. On ne vit pas du tout dans le même monde selon le logiciel qu'on utilise. Et ce logiciel, ce sont nos mots. Voilà le point essentiel. Ce n'est pas une image. En changeant les mots, on change la manière dont nos neurones se connectent entre eux. On crée de nouvelles autoroutes neuronales. Et en faisant ça, on ne change pas seulement notre façon de penser, on change carrément ce à quoi on est capable de penser. C'est une reprogrammation en profondeur. Et c'est ici que notre exploration prend un tournant, disons, assez radical. On va s'attaquer à une idée qui bouscule l'un des piliers de la biologie moderne, l'endroit où sont stockés nos souvenirs. Alors voilà, l'affirmation est énorme. On a toujours appris que la mémoire, c'était dans le cerveau, dans les connexions neuronales, mais de plus en plus de découvertes scientifiques pointent vers une toute autre possibilité, un modèle complètement différent. C'est la question, évidemment. Si nos souvenirs ne sont pas physiquement en nous, alors où diable peuvent-ils bien être? Eh bien la réponse est à la fois déroutante et d'une logique implacable. L'idée, c'est que nos neurones ne sont pas des disques durs. Ce sont plutôt des tuners, des antennes biologiques ultra sophistiquées qui se règlent sur la bonne fréquence pour capter une information qui est stockée ailleurs, dans un champ d'information qui nous entoure. Le souvenir ne vit pas en nous, mais on y accède à travers nous. Et attention, ce n'est pas de la pure théorie. Des ingénieurs, en cherchant à dépasser les limites des puces en silicium, ont mis ça en évidence presque par accident. Ils ont créé une puce à eau et se sont rendus compte qu'une simple gouttelette pouvait stocker une quantité de données physiquement impossible. La seule explication, l'information n'était pas dans la goutte d'eau, elle était dans un champ auquel la goutte d'eau donnait accès. C'est la preuve tangible que ce modèle d'antenne fonctionne. D'accord. Si nos neurones sont des antennes, alors apprendre quelque chose de nouveau, ce n'est plus une question de stocker de l'info. C'est une question de réglage, de syntonisation. Mais alors, comment on fait concrètement pour se brancher sur une nouvelle réalité, une nouvelle compétence? La clé, en fait, elle est là. C'est l'effort. C'est notre volonté consciente de nous dépasser, de devenir plus, de maîtriser quelque chose. C'est cet effort qui est le déclencheur biologique. C'est lui qui force nos neurones à grandir, à créer de nouvelles connexions, bref, à construire l'antenne dont on a besoin pour capter la nouvelle information. Prenez un guitariste qui veut jouer comme son idole, Michael Hedges. Au début, c'est purement mécanique. On écoute, on répète les gestes, encore et encore. C'est frustrant. Mais en persévérant, cet effort pousse les neurones à se développer, à chercher des partenaires pour se connecter. Et un beau matin, sans qu'on sache pourquoi, il y a un déclic. Ça y est, on ne fait plus qu'imiter, on pense la musique de Michael Hedges. On a fini de construire l'antenne et on capte le langage de sa musique. Et si on allait chercher la preuve ultime de tout ça, la preuve vivante, une culture entière dont le langage a littéralement façonné une réalité qui est fondamentalement différente de la nôtre? Cette idée n'est pas si nouvelle. Au début du XXe siècle, un linguiste du nom de Benjamin Lee Whorf a été l'un des premiers à le formuler scientifiquement. Son idée, radicale pour l'époque, était que notre langage ne fait pas que décrire notre pensée. Il la construit, il la limite, il la définit. Whorf est arrivé à cette conclusion en étudiant le peuple Hopi, en Amérique du Nord. Regardez cette comparaison. Pour nous, le temps est une ligne. Passé, présent, futur.
Pour les Hopis, il n'y a que 2 états. Il y a le manifesté, c'est-à-dire tout ce qui est déjà là, accessible à nos sens. Et il y a le se manifestant, un processus continu, un potentiel qui est en train de se déployer maintenant. L'implication de ça est vertigineuse. Whorf a découvert qu'il n'existe aucun mot dans la langue Hopi pour dire passé ou futur comme nous on l'entend. Pour eux, tout est un éternel présent, un grand maintenant en perpétuel déploiement. Et voici l'exemple le plus incroyable pour comprendre. Quand on regarde l'océan, on va dire « regarde cette vague ». On isole un objet, on le fiche dans le temps. Pour les Hopis, c'est impossible. On ne peut pas isoler une vague du reste. Pour eux, c'est l'océan tout entier qui est dans un processus de vaguement. Leur mot pour ça est « weialala », ça décrit une ondulation continue plurielle. Leur langage est en fait beaucoup plus proche de la réalité quantique que le nôtre. Au final, tout pourrait se résumer à cette métaphore qui est parfaite. Si la réalité est un immense système d'exploitation, alors le langage qu'on utilise, c'est notre interface utilisateur. C'est l'outil qui nous permet d'interagir avec ce système, de lire et même d'écrire le code de notre propre expérience. On termine donc avec cette question qui est peut-être la plus importante de toutes. Chaque mot qu'on prononce n'est jamais anodin. C'est un acte de création, un acte qui recable notre cerveau et qui nous branche sur une version bien précise de la réalité. La vraie question n'est donc pas si on crée notre réalité, mais bien laquelle choisit-on consciemment de créer, à chaque instant, à chaque mot.